L'agence Planet Squad a été créée en 2007 et elle a trois grandes activités, toutes qui tournent autour de l'innovation numérique. La première, c'est des activités de conseil en stratégie, de communication digitale et d'innovation. On travaille de plus en plus pour de grands groupes où on va au fond organiser des séminaires pour les COMEX, pour le top management, où on va justement les acculturer dans ce qui est pour moi un changement de civilisation et de culture, cette révolution numérique qu'on est en train de traverser. Notre deuxième activité, c'est tout ce qui concerne en fait la production, donc la production d'applications, de plateformes, de sites internet, toutes qui tournent autour souvent d'une dimension communautaire ou participative et toujours avec une touche d'innovation. Et puis enfin, tout ce qui est social media. On a depuis 2007 accompagné énormément de marques, d'institutions, d'entreprises à atterrir sur le web social et notamment maintenant, de plus en plus, à y produire des contenus parce que quand on atterrit sur le web social, en général, c'est pas pour ne rien dire ni pour rien faire. Et donc, on a besoin de plus en plus de produire des contenus qui peuvent être des webdocs, qui peuvent être des vidéos, des infographies, des choses comme ça. Le Conseil national du numérique a été réinstallé par le président de la République, François Hollande, il y a maintenant un peu plus d'1 an. La mission qu'il nous a confiée, c'était au fond de conseiller le gouvernement, c'est-à-dire l'ensemble des ministres. Les ministres peuvent nous saisir, n'importe lesquels, et nous demander soit des avis, soit des travaux de prospective, soit des missions de concertation qu'on peut avoir à mener. Alors si vous regardez un petit peu ce sur quoi on a travaillé sur la question de la neutralité du net, on a travaillé sur la question de fiscalité du numérique. Bon là on a organisé une grosse concertation du milieu et du secteur numérique pour savoir un petit peu s'il fallait répondre à court terme ou pas à la question de l'érosion des bases fiscales des grandes entreprises du numérique, qui ne concerne d'ailleurs pas que le numérique en réalité. On a été amené à travailler aussi sur les questions d'inclusion numérique, parce que vous vous souvenez peut-être, on parlait de fracture numérique il y a maintenant 15 ou 20 ans, mais aujourd'hui c'est un concept un peu dépassé, et pour autant, le numérique pourrait être amené à laisser encore plus de personnes qu'il y a 15 ou 20 ans sur le bord de la route numérique, parce que la question des usages probablement divise davantage et clive encore plus que la question de l'équipement. Et puis on a été aussi amené à travailler sur pas mal de projets de loi et propositions de loi qui sont passés, sur lesquels on a donné des avis, quelquefois favorables, quelquefois moins favorables, voire même carrément défavorables. Et puis aujourd'hui, on travaille énormément aussi sur la question de la neutralité des plateformes, qui est vraiment la suite de la neutralité du net, c'est-à-dire que la question qu'on s'est posée au Conseil national numérique, c'est de se dire, eh bien, si la neutralité du net est le principe d'égalité d'accès à Internet, et c'est un principe fort, parce que c'est probablement ce sur quoi le principe d'égalité de l'Internet a reposé, et ce qui a fait d'ailleurs sa grande fécondité, on doit aujourd'hui se préoccuper de la dominance d'un certain nombre de grandes plateformes qui, au fond, sont juste derrière cet accès que les tuyaux nous permettent d'avoir, et donc de réfléchir un petit peu aux nouveaux concepts qui doivent permettre de vérifier, on va dire, la loyauté de ces grandes plateformes, qui sont hyper innovantes, c'est d'ailleurs pourquoi elles sont aujourd'hui si dominantes, et dont on a énormément besoin, mais quand même de se poser la question de savoir si l'écosystème numérique qui tourne autour est bien respecté, et si ce qui a permis à ces grandes plateformes, qui étaient toutes petites il y a 10 ou 15 ans, de devenir grandes, ce principe justement d'égalité, aujourd'hui est bien garanti pour d'autres petits qui voudraient aussi devenir grands. Le 3 avril, malheureusement, la neutralité du net n'a pas été totalement reconnue au niveau européen. Le Parlement européen a pris une position qui lui est favorable, et d'ailleurs le Conseil national du numérique l'a salué, puisque c'est dans la droite ligne de ce que nous avons demandé. Lorsqu'on nous a posé la question l'année dernière, nous avons plaidé pour effectivement l'inscription dans la loi du principe de la neutralité de l'Internet, et demander à ce que ce soit aussi défendu au niveau européen. On ne manquera pas de le rappeler aux nouveaux ministres et au nouveau Premier ministre, puisque c'était un engagement qui avait été pris par leurs prédécesseurs. Mais ce qui est certain, c'est que 10 ans après la stratégie de Lisbonne, la politique industrielle numérique européenne est un désastre. Et surtout, ce qu'il faut bien dire, c'est que c'est unique au monde. Parce qu'on pourrait imaginer, en Europe, on a toujours un peu cette impression de croire que finalement, une espèce de fatalité numérique, que les Américains sont tellement bons, ce qui est vrai, ils sont plus innovants, ils sont plus rapides sur plein de sujets, alors du coup on se dit, bon, bah, finalement on n'a qu'à accepter cette domination. C'est vrai que ces petits objets, les grandes plateformes ont changé nos vies. Moi j'adore la plupart des services que j'utilise et qui sont 90% d'entre eux américains, donc il n'y a absolument aucun discours anti-américain là-dessus. Mais en revanche,
il faut quand même avoir conscience que cette domination est assez unique. Si vous regardez en Corée du Sud, Japon, en Chine, vous allez me dire, ou en Russie, ce qui est aussi le cas, ça peut être pour de mauvaises raisons. Ça l'a été à l'origine. Enfin, si vous regardez aujourd'hui les laboratoires de Weibo et leur capacité à innover, c'est ça, surtout aujourd'hui. Je ne dis pas il y a 10 ou 15 ans, mais aujourd'hui, c'est ça qui garantit en fait une forme d'indépendance numérique de la Chine. Si vous regardez au Brésil, il y a aussi des écosystèmes locaux qui se sont développés. Bref, et en Indonésie également. Bref, c'est pour dire que cette dépendance totale de l'Europe aux grandes plateformes est unique. Et je pense qu'il ne faut pas regarder dans le rétroviseur, on ne va pas créer un Google français, ce serait ridicule. Et la dernière fois qu'on a essayé, ça n'a pas été un succès. Mais en revanche, je pense qu'il faut probablement réfléchir à l'avenir et faire en sorte que les futurs champions français, allemands, italiens soient effectivement portés fortement par l'Europe. Et jusqu'à présent, ça n'a pas été suffisamment le cas. Ça fait partie d'ailleurs des sujets qu'on veut aborder au Conseil national du numérique dans notre concertation, puisqu'on a bien dit qu'on souhaitait pousser le gouvernement français à pousser lui-même la future Commission européenne à adopter une nouvelle feuille de route sur le numérique. L'affaire Snowden est une déflagration majeure en pleine révolution numérique. Il y aura eu un avant et un après. Et d'ailleurs, on n'en finit pas de mesurer les conséquences, pas simplement parce que Snowden, très habilement, distille tous les 15 jours ou tous les mois une nouvelle information, et vous savez qu'on pense qu'il a révélé 300 à peu près documents sur plusieurs dizaines de milliers qu'il posséderait. Et c'est pas simplement dû à cet effet, c'est aussi tout simplement parce que l'affaire Snowden est une déflagration qui continue progressivement en fait à éveiller les consciences. Alors évidemment d'abord la conscience des geeks, dont les plus conspirationnistes et les plus fous n'auraient jamais imaginé arriver à un tel degré de surveillance. Donc il faut bien avoir conscience de cela. C'est que la surveillance a été extrêmement forte, ça a été une énorme surprise. Et donc je pense que ça interroge énormément de choses. Ça interroge fondamentalement la manière dont on veut construire une société et une économie numérique. Ça interroge et ça pose la question de la confiance dans l'ensemble des transformations qu'on est en train de vivre, avec une vraie question pour moi de vie, qui est est-ce que cette révolution que les pères fondateurs d'Internet avaient voulu vraiment comme étant au bénéfice de l'individu, de son pouvoir d'agir, de son empowerment, comme on dit aux États-Unis, et je crois profondément que les 15 ou 20 premières années de cette révolution ont montré que cette promesse avait été tenue. Ça a d'abord été un pouvoir supplémentaire offert aux individus, à ceux qui avaient probablement le moins de pouvoir face aux grandes institutions. Et c'est vrai que l'affaire Snowden marque un point de bascule et montre qu'il y a eu un rattrapage. Et que ceux qui avaient peut-être les moins bénéficié de cette révolution numérique ces 15 dernières années, puisqu'elle avait été plutôt au profit des citoyens, des ONG, des individus, eh bien les États, les grandes entreprises, les grandes plateformes aussi, même si ça se fait souvent à leur détriment, et probablement à leur insu, eh bien il y a eu un effet de rattrapage. Et si vous réfléchissez, si vous demandez aujourd'hui à des activistes russes s'ils utilisent encore Internet par rapport à il y a 10 ou 15 ans, il y a 10 ou 15 ans, ils avaient investi Internet, c'était un outil incroyable pour eux de mobilisation face par exemple au pouvoir de Poutine. Aujourd'hui, ils vous diront qu'ils ont déserté Internet parce que c'est un environnement qui est trop surveillé, trop sous contrôle. Quel basculement qu'on a vécu quand même en quelques années. Et effectivement, Snowden incarne ce point de basculement. Alors oui, je pense qu'on va être obligé de réinterroger énormément de choses. Dans quel type de société veut-on vivre? Quelles sont les limites que l'on veut fixer aux États, qu'on veut fixer aussi aux grandes entreprises? Quels sont les moyens qu'on donne aux individus pour reprendre le pouvoir qu'ils ont peut-être un peu perdu sur la propriété de leurs données, sur la liberté qu'ils peuvent avoir de faire des choses sans être forcément surveillés, au fur et à mesure que, évidemment, ce petit objet vous suit au quotidien et du coup laisse des traces absolument incroyables. Mais en même temps, ce petit objet est génial et a changé vos vies. Et donc, il y a probablement une probable schizophrénie des citoyens consommateurs qui, en tant que consommateurs, sont très contents d'utiliser ce genre d'objet. Et puis, en tant que citoyens, vont probablement avoir de plus en plus conscience eh bien, que ce petit objet qui leur rend tant de service est aussi un mouchard tel que Staline en aurait rêvé. Les concepts, peut-être même les principes, en tout cas beaucoup de choses doivent être revisités. Et donc oui, on pense qu'il faut probablement
et en tout cas c'est ce qu'on appelle de nos voeux au Conseil national du numérique, organiser une grande concertation dont une des parties doit couvrir le champ des libertés à l'heure du numérique. L'ouverture des données, c'est évidemment une promesse absolument énorme, ça tout le monde en est à peu près convaincu. Pour autant, c'est vrai que ce n'est pas forcément quelque chose qui est facile ni à mettre en place. Par exemple, dans les administrations, regardez, Etalab a eu énormément de difficultés et en même temps a réussi énormément de choses. C'est l'objet de la conférence de Paris dans une dizaine de jours d'ailleurs. Et donc, oui, on sent bien que tout ça est en train de profondément révolutionner notre économie, les administrations, et en même temps, c'est des transformations profondes parce que on ne se met pas à faire de la donnée simplement, et il ne suffit pas simplement de mettre en ligne quelques fichiers Excel de données que vous aviez à disposition. Il s'agit en réalité d'une véritable digitalisation, une transformation complète de vos organisations en amont, qui permettent ensuite, en aval, en réalité, de développer tout un écosystème d'entreprises, mais pas simplement. Il y a aussi de l'innovation sociale, il y a énormément de choses qui peuvent être faites autour des données. Et donc c'est une transformation générale qui ne se contente pas, je dirais, d'une approche superficielle. On pourrait se dire qu'il y a quelques données à mettre en place. Il faut que ces données soient structurées, il faut qu'elles soient intéressantes. Il faut probablement en amont, c'est ce que fait très bien Verdier, soit capable d'aller voir les entreprises, les écosystèmes, pour leur demander au fond quels sont leurs besoins. Il ne s'agit pas simplement de mettre en place des données en vrac sur des formats qui ne seraient pas forcément très regardés. C'est vraiment un pilotage stratégique dans les administrations comme dans les entreprises qui permet d'aller vraiment vers l'ouverture des données. Donc voilà, c'est un sujet beaucoup plus complexe qu'on imagine. Il est très à la mode, c'est normal et c'est bien. En revanche, il ne faut pas que cette mode nous fasse oublier que derrière, il y a des transformations profondes et que ce n'est pas, je dirais, une évolution si naturelle que ça et qu'en tout cas, il faut la piloter. C'est le message que j'aimerais bien faire passer.